Bonjour à tous, c'est un grand honneur pour moi d'être là aujourd'hui et un grand plaisir effectivement de découvrir cet événement MTL Connect avec beaucoup de contenu de qualité. Donc, alors aujourd'hui, je vais vous parler essentiellement de cybersécurité, bien sûr, un tout petit peu d'intelligence artificielle et en définitive, le fil rouge, ce sera l'intelligence collective puisque effectivement, ensemble, nous ne pouvons pas lutter contre, sans être ensemble, nous ne pouvons pas lutter contre les cybercriminels. Donc, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui ? Ça marche. On va parler donc on va revenir un peu sur les bases de la cybersécurité. Qu'est-ce que c'est la cybersécurité? Quelles sont les menaces? Quels sont les acteurs de la menace? Mais on va aussi parler de l'approche belge en matière de cybersécurité, qui est une approche en définitive qui n'est pas totalement révolutionnaire et qui est suivie par énormément de pays et également par la province de Québec. J'ai un peu moins d'une heure pour parler de tout ça. Je vais essayer de parler je vais devoir parler très vite, je pense, mais bon, bref, on va y arriver quand même. Donc voilà. Alors, constat de base, postulat de base sur lequel je ne reviendrai pas, bien évidemment, les nouvelles technologies sont nos amis, vraiment. Donc, parce qu'effectivement, peut-être que durant cette histoire, ça va faire un petit peu peur, ce genre de choses-là et tout, mais en définitive, ça va quand même plus ou moins se terminer bien. Donc oui, les technologies, elles sont là, ce sont nos amis, on ne pourra plus jamais faire de pas en arrière. Au contraire, notre société est de plus en plus dans une optique de digitalisation, et c'est très bien. Elle nous aide évidemment aussi dans notre vie quotidienne, avec tout ce qui est objets connectés, votre TV, votre frigo, enfin bon, bref, tout ce qui est les services cloud, les chatbots, les réseaux sociaux, tout ce qui est big data, tout ce qui est blockchain et ce genre de choses-là. Donc vraiment, en définitive, ces technologies sont là et elles sont vraiment là pour nous aider. Mais bien évidemment, est-ce que ces nouvelles technologies sont sécurisées? J'ai une réponse à cette question. La plupart du temps, peut-être pas tellement. Est-ce qu'elle respecte également notre vie privée? C'est une autre question sur laquelle je ne reviendrai pas, mais dont il faudra évoquer la question à un moment ou un autre. Donc, ceci étant dit, on va commencer avec la base de la base. Qu'est-ce que c'est la cybersécurité? Parce qu'on a souvent effectivement tendance à dire oui, la cybersécurité, qu'est-ce que c'est? Et alors au début du CCB, c'est-à-dire donc l'Agence nationale de cybersécurité belge, donc il y a un peu plus de 8 ans, on essayait de faire un peu passer tout et n'importe quoi dans le concept de cybersécurité. Donc en définitive, la cybersécurité, c'est très simple, ce sont des mesures qu'on met en place pour protéger contre le risque de perturbation et d'accès non autorisé au système informatique. En gros. Alors, tout ce qui est téléchargement illégal, tout ce qui est pédopornographie, tout ce qui est incitation à la haine et ce genre de choses-là, ce n'est pas de la cybersécurité. N'essayez même pas de me convaincre, ça ne marchera pas. Donc, on parlait des nouvelles technologies. Donc, ces nouvelles technologies sont partout, c'est fantastique, ça nous aide beaucoup, on est très contents. Évidemment, plus on parle de digitalisation de la société, plus, évidemment, comme vous le disiez très bien, Monsieur le Ministre, c'est un moyen qui sont utilisés par les criminels, bien évidemment, pour se faire de l'argent, entre autres, mais pas que. Et de plus en plus, évidemment, puisqu'elles sont partout et qu'elles ne sont pas toujours incroyablement sécurisées. Donc, la menace, c'est mieux comme ça, la menace, en fait, ne fait qu'augmenter. Et est-ce que la menace ne touche que la Belgique? J'ai la grande tristesse de vous annoncer que non. En fait, la menace est absolument mondiale. Donc évidemment, j'ai quelques exemples là, avec des jolis articles de presse. Et votre photo, Monsieur le Ministre, voilà, oui. Parce que je me suis un petit peu quand même renseignée de la manière dont ça se passait au Québec. Donc la menace touche vraiment tous les pays. La menace touche toutes les organisations, avec évidemment, en fonction des cibles, des impacts plus ou moins critiques. Donc là, on parle effectivement il y a Facebook qui a été hacké, on sait, c'était quoi, 50 millions de comptes, mais bon, en définitive, c'était essentiellement des numéros de téléphone et ce genre de choses-là. Alors on peut se dire, ouais, numéro de téléphone, est-ce que c'est grave, tout ça? Ben oui, parce que les numéros de téléphone, après, sont utilisés pour tout ce qui est smishing et compagnie, sur lequel je reviendrai. Donc voilà, donc il y a Dropbox aussi, il y a quelques années, avec 68 millions de comptes. Il y a effectivement eu le grand problème avec Hafnium, donc Microsoft Exchange. Il y a eu Colonial Pipeline il y a quelques années aux États-Unis. Alors, c'était effectivement un pipeline. Alors, l'impact a été monstrueux, évidemment, parce que comme c'était effectivement un pipeline, il y a eu un genre de vent de panique
aux États-Unis qui ont fait que tout le monde est allé aux stations essence pour essayer d'avoir de l'essence avant que ce soit la fin du monde, ou à peu près. Enfin, vous voyez, donc même si effectivement c'était pas, c'était grave, mais voilà. Donc il y a effectivement Hydro-Québec aussi au mois de mars, si je me trompe pas, qui a été victime d'une attaque DDoS. Il y a également eu, si je me trompe pas non plus, le site de Monsieur Trudeau, donc de Monsieur le Premier ministre, qui a été également la cible d'attaques DDoS. Et là, on se rend compte aussi que pourquoi on a ce genre d'attaque, pour tout un tas de raisons, et je reviendrai là-dessus. C'est effectivement le profit, mais c'est aussi l'impact géopolitique que ça peut avoir. Pourquoi est-ce que certaines organisations, pourquoi est-ce que certains sites de ministres sont touchés? Parce qu'il y a des positions politiques qui sont prises par des pays, par des gouvernements, et qui ne font pas toujours plaisir à certains pays, et qui par conséquent donc ont pour conséquence une attaque cyber. Dans ce cas-là, c'était une attaque DDoS. Alors ça, c'est la mauvaise nouvelle. Est-ce que vous allez y échapper? Réponse, il y a peu de chance. Est-ce qu'il y a moyen de mitiger les risques? Oui, bien évidemment. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Donc je disais, ouais, je fais un peu peur, tout ça, mais en définitive, il y a quand même moyen de mitiger et de limiter l'impact. Alors, je ne sais pas, ouais, c'est pas incroyablement lisible, mais ça, c'est... Alors, au niveau européen, ouais, mais je vais expliquer quand même. Au niveau européen, en fait, on a une agence nationale de cybersécurité, une agence européenne de cybersécurité, qui est l'ENISA. Et tous les ans, elle sort un fantastique papier qui est le paysage de la menace, en fait, au niveau européen. Et elle catégorise cette menace en plusieurs catégories. Donc, il y a effectivement toutes les menaces qui touchent les données, donc les accès effectivement non autorisés aux données et les vols de données. Il y a les menaces qui touchent aussi la disponibilité des sites internet, donc tout ce qui est DDoS et ce genre de choses-là, je vais revenir là-dessus. La disponibilité aussi de tout ce qui est information, comme je le disais. Il y a tout ce qui est ransomware, ça on en parle énormément. Il y a aussi tout ce qui est des menaces contre les sites internet, où en définitive on dévie le trafic Internet vers des faux sites qui, par exemple, vous demandent d'encoder vos données bancaires, vos données personnelles ou ce genre de choses-là. Donc la menace, elle est là, elle est très présente. Ça vaut la peine que vous alliez jeter un coup d'œil sur le rapport annuel de l'ENISA. On est en train de travailler actuellement sur le rapport 2023 qui aura le même type de menace, on ne va pas se mentir, avec évidemment un accent très fort sur tout ce qui est menace géopolitique. Et donc, oui, je ne sais pas si vous connaissez Topito au Canada. Mais voilà, le Topito belge, le Topito belge et international de la menace, c'est ça. Donc, la première menace, c'est le phishing. Alors, objectivement, le phishing et tout ce qui est social engineering, c'est encore, ouais, ça dépend un peu des spécialistes en sécurité, entre 70 et 80% des origines des cyberattaques. Donc, en fait, toutes les autres menaces, en définitive, souvent, mais pas uniquement, a pour origine un mail de phishing ou un smishing ou ce genre de choses-là. Une autre menace qui est évidemment très très prégnante et sur laquelle je reviendrai, c'est les ransomware. Je reviendrai là-dessus et j'expliquerai ce que c'est. Les attaques DDoS, je reviendrai là-dessus aussi. Tout ce qui est mobile malware, ça c'est depuis 2-3 ans. Et ça, chez nous, je ne sais pas comment ça s'est passé chez vous, mais alors on a eu effectivement une vague de malware sur les téléphones portables qui s'appelait Flubot, T-Bot et ce genre de choses-là. Je ne sais pas si vous avez été victime de ce truc-là. Ça a eu un impact au niveau belge qui a été cataclysmique. Vraiment. Donc, on a même dû travailler effectivement avec les grands opérateurs télécoms en fait pour bloquer des comptes et ce genre de choses-là qui diffusaient en fait le virus de manière vraiment très très importante au niveau belge. Tout ce qui est APT, je reviendrai là-dessus et c'est rigolo. Non, c'est pas rigolo du tout. Moi, je travaille là-dedans au quotidien, donc évidemment, c'est intellectuellement édifiant. Et alors, il y a aussi tout ce qui est supply chain attack. Et la CEO fraude qui est... La CEO fraude, alors, c'est un truc très 2015, vous voyez, mais en définitive, ça revient de plus en plus et ça marche en fait de plus en plus. Mieux encore. Où est-ce que tout commence?
Comme je disais, le phishing et le smishing. Alors, je pense que vous recevez tous, d'une manière ou d'une autre, au moins une fois par jour, un mail de phishing de votre banque, d'Amazon, de votre compte Disney+, que vous n'avez pas, ce genre de choses-là, pour effectivement vous demander de renouveler votre carte de banque ou pour vous dire que oh, c'est horrible, votre compte est bloqué, ce genre de choses-là, que vous devez agir dans les 12 minutes ou à peu près, ou 48 heures, pour justement que vous donniez vos informations personnelles qui, évidemment, sont récupérées par les cybercriminels et utilisées. Alors, il y a le phishing par mail, mais évidemment, depuis quelques années, il y a également le... Rien du tout, le smishing. donc voilà, et le smishing, c'est la même chose, mais c'est via SMS. Via SMS, texto, voilà, via texto, via WhatsApp. Donc effectivement, ce genre de moyens de communication sont de plus en plus utilisés par les cybercriminels. Alors un mail de phishing, il y a encore moyen de reconnaître le mail en allant avec la souris sur l'adresse, ce genre de choses-là. Donc on peut voir qu'il y a un truc qui cloche. Par contre, avec un SMS, c'est moins évident. Et alors, ce qui apparaît évidemment aussi de plus en plus, c'est la grande tendance 2023, si je peux me permettre, c'est effectivement avec des QR codes et ce genre de choses-là. Alors, effectivement, aller essayer de vérifier qui est derrière un QR code, c'est quand même pas super facile. Alors, aussi, une des grandes tendances qu'on voit, c'est des rendez-vous en fait, qui se rajoutent dans vos agendas de manière un peu, voilà, de manière aléatoire. Évidemment, vous cliquez pour voir le rendez-vous, le lien est infecté. Et donc ça, c'est aussi une tendance qu'on voit ces derniers temps. Ça fait un peu peur hein, quand même, ouais, je sais. Mais ça va quand même bien se terminer. Donc, et à côté de ça, le phishing peut être aussi à l'origine de ransomware. Parce qu'un ransomware, qu'est-ce que c'est en définitive? C'est un malware, un peu particulier, soit, mais c'est un malware. Alors, il y a quelques années, le ransomware, qu'est-ce qu'il faisait? Il cryptait vos données, ou chiffrait vos données, enfin, je ne sais pas toujours, enfin voilà, il chiffrait vos données, et si vous ne payez pas dans un certain délai, vous n'aviez pas les clés de déchiffrement, et vos données étaient perdues. Voilà. Ça, c'était il y a quelques années. Depuis la pandémie, donc depuis 2020, en fait, il y a un peu le genre de... ça a commencé avec Maze, la double peine, en définitive. Alors, donc, non seulement vos données sont cryptées, sont chiffrées, mais avant d'être chiffrées, elles sont volées. Et donc, si vous ne payez pas, alors non seulement vous ne récupérez pas les données, mais à côté de ça, vos données, elles sont diffusées. Et évidemment, ce sont vos données à vous, c'est déjà pas super cool, mais ça peut être aussi les données de vos fournisseurs, de vos clients et ce genre de choses-là. Donc voilà. Et alors, la grande tendance 2022-2023 aussi, c'est le ransomware as a service. Vous en parliez effectivement. Alors, on n'est plus obligé d'être un grand groupe sponsorisé par un État ou ce genre de choses-là pour lancer un ransomware. Non, c'est presque facile en fait. C'est un peu scandaleux. Mais il y a effectivement des plateformes qui offrent ce genre de service sur le Darknet où vous pouvez payer, souvent pas très cher d'ailleurs, des services de ransomware ou mettre à disposition la ransomware, leur plateforme pour récupérer la rançon. Il y a des DDoS aussi as a service, enfin, c'est un truc de fou. Donc pour quelques dollars, en définitive, vous pouvez lancer un DDoS contre le site de votre concurrent, quelque chose comme ça. Enfin bon, bref, c'est un truc de fou. Donc il y a effectivement quelques grands acteurs, Conti, Revil, Lockbit. Lockbit revient en force ces derniers temps, Black Basta, donc ça c'est vraiment des grands acteurs qui sont souvent sponsorisés par des États. Et alors ce qui se passe aussi, c'est que maintenant les acteurs, parfois en fait, ils prennent même plus la peine de chiffrer les données. Voilà, ils demandent la rançon. Si vous ne payez pas, eh bien, donc, vous allez, vos données seront diffusées. Alors, il y a l'attaque DDoS aussi, le déni de service. Alors là, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des centaines de milliers de requêtes qui sont envoyées contre un site. Donc, pas d'intrusion dans le site. Hein, donc, ça peut... donc, il n'y a rien... Enfin, pas d'intrusion. Parfois, ça cache une intrusion. Donc, ce sont des centaines de millions, de milliers de requêtes qui sont lancées en même temps contre un site Internet. Donc, évidemment, le site Internet ne peut pas traiter ce genre de requêtes et n'est plus accessible. Alors, ça peut paraître dérisoire comme ça, sauf que ça ne l'est pas du tout, parce qu'effectivement, si vous êtes le ministère des Finances, par exemple, du Québec, et que c'est bientôt la date pour rentrer les déclarations fiscales, c'est un peu pénible. Si, par exemple, aussi, vous êtes un site de commerce en ligne et que votre site n'est pas accessible, évidemment, c'est tout un tas de ventes que vous ne ferez pas. Et alors, ce qui est
intéressant avec les attaques DDoS, alors non seulement, en fait, ce sont des ordinateurs qui sont utilisés à l'insu de leurs propriétaires. Il y a souvent de nouveau un mail de phishing, je veux dire, le propriétaire de l'ordinateur télécharge un petit malware qui utilise après, qui prend le contrôle de l'ordinateur pour envoyer des requêtes. Et alors, ce qui est aussi très très intéressant avec les DDoS, non, c'est pas, enfin si c'est intéressant en fait, quand on est spécialiste en cybersécurité, c'est intéressant, c'est le fait que les objets connectés sont vraiment incroyablement souvent utilisés pour lancer des attaques DDoS. Parce que votre caméra utilisée achetée sur Wish ou que sais-je, enfin bon bref, sur un site, elle n'est pas sécurisée. Votre frigo qui vous indique quelles courses vous devez faire dans la semaine, il n'est souvent pas sécurisé. Et donc effectivement, ces outils sont fortement utilisés donc, pour lancer des attaques. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a encore un petit truc qui bouge? Ouais, voilà. Donc, on a aussi tout ce qui est APT. Alors, les APT, ça, ce sont Advanced Persistent Threat. Ça, ce sont la plupart du temps des attaques qui sont très, 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 très complexes, qui ont demandé énormément de moyens, qui sont très ciblées et qui sont la plupart du temps sponsorisées par des États. Pourquoi? La raison est très simple. Pour de l'espionnage, pour perturber, bien évidemment, un autre État. Et on a vu ça évidemment dans le conflit ukrainien. Pour du gain financier aussi, mais aussi dans le cadre de la cyberguerre, parce qu'on parle effectivement de plus en plus de cyberguerre, et c'est pas pour rien qu'il y a de plus en plus de pays qui se dotent de ce qu'on appelle un cyber commons, donc pour pouvoir effectivement faire face à cette tendance. Alors le tout premier APT, ça a été Stuxnet. C'était donc un malware américain contre les installations nucléaires en Iran. Voilà, donc ça c'était en 2011. Depuis lors, je peux vous assurer qu'il y en a de plus en plus parce que justement l'impact géopolitique et la géopolitique joue de plus en plus de rôle dans tout ce qui est attaque cyber. Et alors on a aussi les supply chain attacks, donc rapidement, qu'est-ce que c'est? Alors non, on ne s'attaque plus à vous en fait, on s'attaque à votre fournisseur. Donc ça veut dire qu'on infecte votre fournisseur. Par exemple, le premier cas vraiment connu, c'était SolarWinds, qui était effectivement un logiciel de sécurisation, qui a mis à jour donc effectivement, qui a envoyé des mises à jour à ses clients, et ces mises à jour étaient infectées. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit de plus en plus depuis 3 ans maintenant. C'est tout ce qui est supply chain attack, donc vraiment. Et c'est un point qui est aussi adressé par la Commission européenne dans toutes ces législations autour de la cybersécurité, parce que ça devient de plus en plus important. Et on voit aussi, par exemple, il y a des petites PME, ce genre de choses-là, qui sont fournisseurs, par exemple, fournisseuses d'infrastructures critiques. Et ça peut évidemment avoir un impact monstrueux sur les infrastructures critiques. Donc on doit sécuriser les infrastructures critiques, mais on doit aussi sécuriser les fournisseurs de ces infrastructures critiques. Donc, et alors aussi, le truc un peu rigolo, j'imagine que vous voyez la même chose au Canada, c'est le fait que la cybermenace, en fait, s'adapte à l'actualité. Donc voilà. Alors, préparez-vous, c'est bientôt le Black Friday, non, c'est en décembre, voilà. Préparez-vous à recevoir tout un tas de SMS de DHL et ce genre de choses-là, vous demandant effectivement de reconfirmer votre adresse, de payer un petit truc qui n'a pas été payé, ce genre de choses-là. Bien évidemment, ce ne sont pas des vrais SMS de DHL, ce sont des smishing. Alors bon, ça c'est le côté, enfin c'est pas rigolo du tout. Il y a Noël, il y a aussi le Covid-19. Alors je ne sais pas si vous, ça a été le même truc, mais alors on a eu des campagnes de phishing qui avaient pour sujet le Covid. Et c'était pas drôle du tout parce que les gens étaient un peu en panique. Enfin, je ne sais pas comment vous l'avez vécu au Canada, à mon avis aussi mal que nous. Mais donc, il y avait les gens qui étaient un peu en panique, il n'y avait plus de masques, il n'y avait plus de tests, il n'y avait plus de ci, il n'y avait plus de ça. Donc, évidemment, quand on vous envoyait un SMS en disant « vous avez la possibilité de recevoir ou d'acheter des masques de protection pour un prix dérisoire », les gens en panique, parce qu'on était tous plus ou moins persuadés, en tout cas moi, qu'on allait tous mourir. Évidemment, ça marchait très bien. Donc voilà, et alors, il y avait des trucs aussi, si jamais, effectivement, vous ne payez pas une telle somme, on va infecter toute votre famille, enfin, ce genre de choses-là. Mais les gens, en fait, évidemment, étaient sensibles à ce genre de choses-là. Et donc, il y a effectivement tout ce qui est conflit en Ukraine, qui a un impact, évidemment. La Belgique n'a pas été réellement affectée, quoique, il y a quand même eu effectivement quelques attaques DDoS par rapport à nos positions
Voilà, je sais que le Canada, on en parlait tout à l'heure, a été affecté aussi par rapport à sa position dans le conflit russo-ukrainien. Il y a beaucoup de pays frontaliers qui ont été incroyablement impactés, donc tout ce qui est pays baltes et compagnie, la Lituanie, l'Estonie, ce genre de choses-là, les pauvres loulous, enfin, c'était vraiment très compliqué pour eux. Donc DDoS, ransomware, désinformation, pas un problème de cybersécurité, mais bon, quand même. Et alors, c'était soit des attaques sponsorisées par des États, soit des activistes, en fait, des gens qui prenaient parti et qui lançaient leurs attaques, voilà. Et alors évidemment, avec des attaques sur les infrastructures critiques. Je parlais de cyberguerre tout à l'heure, ouais, en fait, on y va. Et alors, les cyberguerres, évidemment, c'est des pays, mais comme je disais aussi, ce sont aussi des individus, en fait. Donc, on est en train vraiment de changer de paradigme, en définitive. C'est plus simplement un pays qui fait la guerre à un autre pays, ce sont aussi des individus qui... Voilà. Donc, les dernières tendances, alors il y a des menaces contre la blockchain, donc on parle effectivement du fait que la blockchain c'est super sécurisé, ce genre de choses-là. Je ne suis pas une super spécialiste de la blockchain, mais pas du tout, mais on sait maintenant qu'il y a aussi des menaces qui peuvent toucher la blockchain et aussi tout ce qui est crypto mining aussi. On parlait effectivement tout à l'heure de malware qui infectent des ordinateurs à leur insu pour lancer des attaques DDoS. Il y a des malwares qui infectent des ordinateurs à leur insu pour faire du crypto mining, donc pour d'autres personnes. Donc, il y a aussi tout ce qui est l'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors, il y a les dangers de l'intelligence artificielle, mais à côté de ça, il faut être clair aussi que l'intelligence artificielle apporte énormément d'avantages aussi pour la sécurisation. On utilise beaucoup d'intelligence artificielle dans les CISOC, donc et dans certaines technologies en fait, pour traiter l'information de manière plus efficace et plus rapide surtout, ce qui est évidemment fondamental dans le cadre de la cybersécurité. Mais il y a tout ce qui est deepfake. Il y a tout ce qui est phishing aussi. Alors, on automatise de plus en plus le phishing via l'intelligence artificielle et surtout, on rend ce phishing de plus en plus crédible, en fait. Donc ça, c'est un peu un des problèmes. Il y a tout ce qui est voice cloning aussi. Donc, c'est effectivement, grâce à l'intelligence artificielle, on imite des voix de personnes que l'on connaît. Parce que je n'ai pas parlé du phishing, mais bon, j'en parlerai si on a le temps, mais à mon avis, ça m'étonnerait. Donc, voilà. Il y a aussi, avec l'intelligence artificielle, et on en parlait tout à l'heure, un rassemblement évidemment aussi plus facile des informations qui concernent des cibles, qui concernent des personnes, et cette utilisation évidemment de cette information pour lancer des attaques et pour avoir une connaissance de la future cible. Parce que une des premières étapes dans une cyberattaque, c'est la reconnaissance de la cible, c'est savoir ce qu'elle fait, c'est savoir dans quel secteur elle travaille, c'est savoir qui travaille pour elle, ce genre de choses-là. Donc voilà, et alors j'ai vu un truc de fou il y a 15 jours, mais je le savais déjà, mais là je l'ai vu. En fait, on peut utiliser ChatGPT pour créer des malwares. Alors ouais, bon, effectivement, ça reste un peu théorique pour moi, sauf que là je l'ai vu dans la conférence, et je me suis dit, on n'est pas rendu en fait. Vous voyez, donc c'est un peu, parce que de nouveau, on parle du fait que ce genre d'outils sont rendus accessibles à de plus en plus de personnes et de plus en plus facilement. Et alors, le retour de la bonne vieille clé USB, ça revient. Donc si vous trouvez une clé USB par terre, ne la prenez pas. Donc les acteurs de la menace, comme je disais, il y a les pays étrangers. Donc voilà, donc on parle de plus en plus en fait de pays étrangers qui investissent dans la cybersécurité, enfin dans la cybercriminalité, si je peux, c'est plutôt ça, pour perturber d'autres pays. On a évidemment les cybercriminels en tant que tels, dont la motivation principale, c'est l'argent. Voilà, ça reste la même chose, hein, donc c'est comme pour le trafic de drogue, d'armes, de tout ce que vous voulez, l'argent. À côté de ça, on a aussi les activistes, et les activistes, eux, ont pour but de pousser une idéologie, qu'elle soit politique, qu'elle soit religieuse, ce genre de choses-là. Donc ça, on en a beaucoup aussi, on a vu ça aussi dans le cadre du conflit ukrainien. Et alors, il y a aussi le terrorisme. Alors là, pour le moment, touchons du bois, au niveau terrorisme, on reste sur essentiellement du recrutement en ligne. Donc voilà. Pas réellement de... Et bon, à l'époque, avec Daesh et ce genre de choses-là, on était prudent, en fait, on était attentif. Donc, comment se protéger très rapidement, hein, parce que je veux quand même parler du CCB, quand même, et de ce qu'on fait. Donc, le facteur humain. Ne sous-estimez pas le facteur humain.
Ça, c'est vraiment fondamental. Alors, le facteur humain, ça peut être le phishing, mais pas que. Ça peut être aussi le contournement des règles en interne, ce genre de choses-là, parce que ces règles sont trop lourdes, parce que c'est pas user-friendly ou ce genre de choses. Mais c'est quoi qu'il en soit, toujours une des causes principales de cyberincidents. Donc vraiment, vous devez investir à fond dans votre humain, dans la sensibilisation, dans votre humain, dans vos, dans vos collègues, dans vos collaborateurs, dans les citoyens, parce que le facteur humain est vraiment fondamental. Ne pas mettre tout et n'importe quoi sur Internet, bien évidemment, parce que ce sera utilisé, que ce soit sur vos réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, bon, est un réseau social, mais bon, effectivement, on adore effectivement mettre plein de trucs, par exemple, sur LinkedIn, mais c'est ce genre d'information aussi qui permet de cibler et qui permet effectivement de faire de la fraude au CEO et ce genre de choses-là. Soyez vigilants au sujet du phishing et du smishing. Faites, alors évidemment, ça a l'air évident, mais utilisez des antivirus et scannez votre matériel. Ça a l'air stupide comme ça, mais je peux vous assurer que ce n'est pas toujours spontané et que ce n'est pas toujours systématique. Donc, tout comme les mises à jour, en fait. Mais il y a toujours tout un tas de bonnes raisons, en fait, pour pas faire ces mises à jour. Par exemple, dans certaines organisations, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas les mises à jour? Parce que si on fait une mise à jour, on ne sait pas si ça va continuer à fonctionner, vous voyez? Donc, c'est un peu le truc. Donc, il y a effectivement toujours de bonnes raisons pour le faire. Pas toujours en fait, parfois on ne le fait pas parce qu'on ne le fait pas, et ça c'est pas une bonne raison. Donc voilà, faire vos backups aussi convenablement. Alors c'est bien d'avoir un backup, mais si votre backup est en ligne et est relié à vos serveurs, si vous êtes victime d'un ransomware, sachez que vos backups seront affectés aussi. Et ça, c'est une erreur en fait que l'on constate aussi, c'est que souvent les backups ils sont là, mais en fait ils sont liés au serveur et donc ça pose problème. Tout ce qui est évidemment multifactor authentication, on voit souvent dans les incidents que l'on traite avec nos équipes techniques, on voit souvent que pour des comptes admin par exemple, ce genre de choses-là, déjà on utilise des mots de passe des mots de passe stupides, des mots de passe très simples, mais en plus il n'y a pas de multifactor authentication, d'authentification multifacteur. Et évidemment, si on a accès au compte administrateur, on a accès à tous les systèmes de votre organisation. N'utilisez que des sites officiels. Alors pourquoi est-ce qu'on a insisté là-dessus? Et on fait tout un tas de campagnes de sensibilisation à ce sujet-là. Hein. Parce que justement, on s'est rendu compte qu'avec Flubot, Tibot et ce genre de choses-là, donc les malwares sur les smartphones, il y a beaucoup de gens en fait, qui les téléchargeaient des applications sur des sites qui n'étaient pas officiels. Et donc évidemment, comme il n'y a pas de vérification, comme sur l'App Store, comme sur Google Play, ce genre de choses-là, plus sur l'App Store que sur Google Play, mais il y a quand même des vérifications sur les deux, évidemment, ça a fait en sorte que ces malwares soient téléchargés sur des smartphones et que ça s'est diffusé à une vitesse de fou. Et on a vraiment eu beaucoup de mal par rapport à ce genre de choses-là. Ne bypassez évidemment pas le système de sécurité de votre matériel et les règles de sécurité de votre organisation. Ça peut être évident, mais de nouveau, il faut quand même savoir que c'est un truc, j'étais à la conférence Gartner à Londres il y a 2 semaines, donc il y a quand même 93% des utilisateurs qui savent que leur comportement est un comportement à risque. Mais toutes ces règles, tous ces process, tout ça, et on peut les comprendre, hein, c'est pas du tout un jugement, hein, vraiment. D'ailleurs, effectivement, la conclusion de la conférence était « faisons en sorte de supprimer les contrôles qui ne sont pas absolument indispensables ». Parce que parfois, voilà. Donc voilà, utilisez évidemment des gestionnaires de mots de passe ou des mots de passe forts, bien évidemment, parce qu'on avait fait une étude en Belgique il y a quelques années, il y a 3 ans, et on se rendait compte en fait que les mots de passe encore les plus utilisés, c'était effectivement AZERTY, QWERTY, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parfois, parce qu'il fallait 7 caractères, enfin vous voyez, donc ce genre de choses-là, c'était toujours le cas il y a quelques années, il y a 3 ans. Et évidemment, votre mot de passe, c'est le plus important. Gardez-le bien pour vous, ne mettez pas des post-it. J'en vois encore des post-it. Ne dites pas que vous n'en avez jamais vu. Moi, j'en vois encore. Donc voilà. Et alors, effectivement, faire attention aux messages suspects, parce que le phishing, ça marche toujours. Pourquoi? Parce que ça travaille vraiment sur les émotions des gens. Sur le gain. Par exemple, si on vous propose 500 $, en définitive, ou des entrées gratuites pour un parc d'attractions, ce genre de choses-là, c'est toujours très alléchant. Ça travaille aussi sur la peur.
Effectivement, si c'est votre banque qui vous dit que votre compte va être bloqué, ou si c'est la police qui dit effectivement que vous avez été flashé à 150 km/h et que vous devez payer votre amende dans les 12 heures, sinon, enfin bon bref, tous les maux de la terre vont s'abattre sur vous. Il y a aussi beaucoup on a eu dernièrement, à intervalles réguliers, on a des campagnes du tueur à gages. Je ne sais pas si c'est la même chose chez vous, ou si vous ne payez pas, en fait, on menace de tuer un membre de votre famille. Ah oui, alors ça a l'air comme ça, effectivement, complètement con, mais c'est le genre de choses qui peut, évidemment, qui peut marcher, en fait. Et tout ce qui est sextortion aussi, enfin, ça marche aussi beaucoup, ce genre de choses-là. Donc, voilà. Mais alors, est-ce qu'on va tous mourir dans le monde numérique? Je veux dire non, bien évidemment. Donc, parce que comme vous le voyez, il y a certaines de ces mesures qui sont des mesures qui sont très simples, en fait, et qui mitigent déjà fondamentalement le risque. Vraiment. Des backups, des mises à jour, des antivirus et ce genre de choses-là, ça limite quand même fortement le risque. Et à côté de ça, effectivement, tous les pays, ou presque, ont une agence de cybersécurité. Alors là, maintenant, moi, je vais vous présenter un petit peu, effectivement, ce qu'on fait au niveau de l'agence de sécurité belge, qui existe depuis 8 ans. Donc, il y a 8 ans, on était 2, donc le directeur général et moi. Et là, on est une bonne centaine, et on sera à peu près 120 début 2024. Donc, notre but, vraiment, c'est déjà de coordonner tous les acteurs. Alors ça, c'est quelque chose qui est vraiment... On dépend directement du Premier ministre, hein, donc voilà, donc comme ça, il n'y a pas de question. Et on est ce côté un peu au ras, vous voyez, dont on ne profite pas, bien évidemment. Mais on coordonne mais non. On coordonne tous les acteurs qui ont un rôle à jouer dans la cyber-résilience de notre pays, c'est-à-dire la police, c'est-à-dire le parquet, les services de renseignement et ce genre de choses-là. On définit et on veille aussi à la mise en place de la stratégie belge en matière de cybersécurité. Pour le moment, on travaille beaucoup parce que l'Europe nous donne énormément de travail, on ne va pas se mentir, sur tout ce qui est transposition de réglementation européenne, parce que l'Europe réglemente énormément en matière de cybersécurité, et ça a du sens, parce qu'effectivement, on doit être fort ensemble contre la cybermenace, et une cybermenace, ce n'est pas comme le nuage de Tchernobyl, ça ne s'arrête pas aux frontières, donc il faut vraiment qu'on puisse travailler ensemble sur cette menace au niveau européen. Alors, on a aussi des actions très fortes auprès des citoyens en termes de sensibilisation. Donc, tous les ans, dans le cadre du mois européen de la cybersécurité qui a lieu en octobre, on fait des grandes campagnes de sensibilisation pour les citoyens, et on implique aussi le citoyen dans sa propre sécurisation, et ça, je vous en parlerai. Et alors, il y a effectivement aussi tous les aspects de certification, parce que l'Europe a réglementé en matière de certification de produits et de process informatiques, et bientôt de produits par exemple tout ce qui est IoT, ce genre de choses-là, mais ça c'est dans le cadre d'une autre réglementation qui est en cours de finalisation. Donc l'Europe réglemente énormément, et il y a tous les aspects de certification. Donc on va avoir des schémas qui vont sortir pour tout ce qui est certification du cloud, pour tout ce qui est certification des produits crypto, de la 5G, ce genre de choses-là. Donc il y a quelque chose là, et nous sommes devenus aussi le service national de certification pour la Belgique. Et alors, on est aussi le CICERT national, donc c'est-à-dire le CICERT, et le CERT national, c'est Computer Emergency Response Team, et c'est eux qui agissent en fait lorsqu'il y a un incident, qui vont sur place pour aider les victimes. Donc, à qui on s'adresse? On s'adresse en gros à tout le monde. Le citoyen. Bon, par contre, évidemment, si M. Dartampion est victime d'un phishing, je ne vais pas envoyer mes équipes, on ne va pas envoyer nos équipes pour intervenir, mais en tout cas, on le sensibilise, et on met à disposition vraiment énormément de matériel de sensibilisation et de vulgarisation via un site internet qui est que pour le citoyen, qui s'appelle SafeOnWeb, qui est génial. Ce n'est pas parce que c'est nous qui l'avons fait, un peu, mais non, parce qu'il est vraiment génial. Il y a aussi tout ce qui est entreprise. Donc, on a effectivement aussi, pour les entreprises, et ça, je reviendrai là-dessus, beaucoup d'actions qui sont là pour guider les entreprises dans l'adoption de mesures de sécurité. Parce que quand on est une entreprise, on est une grosse entreprise soit, mais quand on est une PME ou ce genre de choses-là, même quand on est une grosse entreprise en fait, on ne sait pas toujours par où prendre le problème. Jusqu'à peu, le poste cyber était encore considéré comme un poste de coût, et voilà. Maintenant, il y a de plus en plus d'organisations qui estiment, à juste titre, que c'est quelque chose qui est fondamental et qui est indispensable, mais ce n'est pas parce qu'on donne les budgets qu'on sait comment faire. Et ce n'est pas parce qu'on a les hommes ou les femmes, bref, non mais
Vous voyez, qu'on sait par où commencer en fait. Donc notre rôle à nous aussi, c'est de guider en fait les organisations. Tout ce qui est gouvernement, évidemment, donc tous les sites gouvernementaux à tous les niveaux, parce que la Belgique est un peu compliquée en termes politiques, mais comme partout en fait, donc c'est pas plus compliqué qu'ailleurs. Je pense que vous avez votre lot aussi. Voilà, donc on aide aussi les administrations à se sécuriser. Voilà, on aide aussi les administrations quand elles sont en difficulté. Il y a une ville, la ville d'Anvers, qui a été victime d'un très gros incident fin de l'année dernière. Nos équipes ont été envoyées à la ville d'Anvers. On a des hôpitaux partout en Belgique. C'est pas pour dire que les hôpitaux sont plus touchés que d'autres, mais quoi qu'il en soit, il y a certains hôpitaux, je ne sais pas comment ça se passe au Canada, mais au Québec, j'imagine que c'est la même chose, qui ont été touchés aussi par des ransomware, ce genre de choses-là. Évidemment, on intervient. C'est une compétence nationale, on est une agence fédérale, donc on intervient partout en Belgique. Et alors, il y a effectivement tout ce qu'on appelle les EVI, donc c'est-à-dire infrastructures critiques essentiellement, concept typiquement européen qui est opérateur de services essentiels. C'est un peu comme les infrastructures critiques, mais il y en a plus. Et ce sont des opérateurs qui, si jamais ils sont victimes d'une cyberattaque, ça aura un gros impact en définitive sur la société et sur l'économie du pays. Et ça reprend aussi, tout ce qui est installation nucléaire et ce genre de choses-là. On a aussi une stratégie. Alors, on avait une stratégie qui datait de 2015. On s'est dit en 2019, mais bon, il y a eu la pandémie, tout ça, donc on a pris un peu de retard, qu'il était peut-être temps de faire quelque chose parce qu'évidemment, la menace avait un peu évolué et l'écosystème avait évolué et l'organisation, c'était... Donc, on a sorti une nouvelle stratégie qui a vraiment pour but de faire de la Belgique un des pays européens les moins cybervulnérables. Et alors, spoil, ça marche. En fait, on n'est pas si mauvais que ça du tout, en fait, vraiment. Et alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de cette stratégie ? On a plusieurs éléments. Je ne suis pas sûre que j'aurai le temps de... ça va. De passer tout en revue, mais un des premiers éléments, ce sont vraiment les piliers principaux de notre stratégie, c'est déjà de renforcer l'environnement digital, mais aussi la confiance dans cet environnement digital. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Évidemment, en définissant ou en essayant de travailler avec le secteur privé pour des normes Internet plus sûres, avec du routage sécurisé, avec du cryptage, ce genre de choses-là. Mettre aussi à disposition des testbeds, donc des environnements d'essai, pour que des solutions soient testées dans des environnements qui sont sécurisés. C'est aussi... alors ça, c'est un projet qu'on aimerait bien lancer. Donc c'est jusqu'en 2025, on a encore un peu de temps. Donc tout n'est pas encore lancé, mais beaucoup de choses. Tout ce qui est Cyber Greenhouse aussi, donc c'est vraiment encourager la recherche et le développement en matière de cybersécurité au niveau belge. Et là, évidemment, ça demande, et c'est fantastique effectivement que les régions soient là, ça demande évidemment la collaboration avec les différents niveaux de pouvoir en Belgique, avec le secteur académique, avec des startups, bref, donc on est vraiment dans une optique de collaboration. C'est stimuler l'expertise et les connaissances, donc l'expertise dans les organisations, bien évidemment, parce qu'on se rend compte que cette expertise n'est pas toujours là, mais aussi les connaissances des travailleurs et des citoyens. Un citoyen, c'est un travailleur, c'est un citoyen. Donc effectivement, il faut qu'on joue sur tous les plans à ce niveau-là. Tout ce qui est certification en cybersécurité, donc ça c'est quelque chose qui nous tient fort à cœur et on vient de sortir un framework de sécurité sur lequel on voudrait justement assurer la possibilité de se faire certifier sur ce framework de sécurité. Je reviendrai là-dessus, il est trop cool. Alors à côté de ça, il y a aussi armer les utilisateurs et les organisations contre la cybermenace. Alors comment est-ce qu'on les arme ? Déjà en les sensibilisant et en les impliquant, en leur donnant aussi accès à une information sur la cybermenace. Donc, on a effectivement notre site internet, c'est PhoneWeb, mais on a aussi le site du CERT, en fait, qui donne des informations techniques en cas de menace, en cas d'attaque et ce genre de choses-là pour aider les organisations. Et alors, pour les infrastructures critiques, et ça, c'est le point juste après, il y a aussi ce qu'on appelle notre Early Warning System, où pour toutes les infrastructures critiques et les opérateurs de services essentiels, en fait, on envoie des alertes ciblées. Si on voit effectivement, parce que nous avons aussi une équipe qui s'occupe de tout ce qui est intelligence cyber, qui étudie en fait l'état de la cybermenace au niveau belge, mais aussi au niveau mondial, si cette équipe identifie des menaces pour un certain secteur, ou certaines organisations, elle prévient ces organisations de manière ciblée. Donc on a un système pour faire ce genre de choses-là, et ça marche plutôt bien. Et alors le but maintenant, en fait, c'est d'étendre ce ciblage, cette information ciblée,
pas avec le même type d'information, bien évidemment, vers un maximum d'organisations, même si elles ne sont pas critiques. Donc ça, on fait ce genre de choses-là aussi. Donc évidemment, répondre à la cybermenace, mais ça, c'est évidemment en travaillant avec la police, en travaillant avec la justice et ce genre de choses-là, mais aussi en donnant les moyens à la justice, à la police, tant en termes de compétences qu'en termes de budget, pour pouvoir faire face à la cybermenace, qui est de plus en plus importante. Un des points très très importants aussi, c'est de faire en sorte, et ça on a des informations pour, et on doit travailler de nouveau avec la justice et la police, pour perturber les systèmes et les organisations criminelles. Donc il y a des choses qui se font par exemple avec Europol, avec différents pays et ce genre de choses, où justement ensemble on perturbe les organisations criminelles, on arrête des groupes qui sont à l'origine de cyberattaques. Alors tout ce qui est de nouveau aussi amélioration de la collaboration publique, privée et académique, et ça c'est là évidemment qu'on parle d'intelligence collective, c'est fondamental. Nous ne pouvons pas travailler tout seuls en tant que gouvernement. Nous devons travailler avec le secteur privé, nous devons évidemment travailler avec le secteur académique. Et il y a plusieurs initiatives qui existent en Belgique où effectivement nous avons cette possibilité-là. Et alors effectivement aussi avoir un engagement clair au niveau international. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, mais nous avons également aussi énormément de réunions bilatérales avec différents pays pour échanger des informations sur notre manière de faire, mais aussi des informations sur les menaces. Donc, voilà. Alors, nous avons aussi inventé un super concept, tellement super qu'il a été repris dans la réglementation européenne NIS 2, qui est Active Cyber Protection, qui est basé sur 3 éléments. Le premier élément, c'est... J'ai encore 11 minutes. C'est l'implication. L'implication de qui? L'implication des utilisateurs dans leur propre défense, dans leur propre sécurisation. C'est aussi le fait de... C'est notre concept de spear warning, c'est-à-dire de aussi mettre à disposition l'information et prévenir les organisations, donc, qu'elles pourraient être infectées ou vulnérables. Et alors, il y a aussi notre routine de cybersécurité. On veut vraiment faire de la cybersécurité une routine au niveau national. Alors, il y a des normes et des certifications pour tout ce qui est, par exemple, système d'incendie, pour tout ce qui est système, pour tout ce qui est électricité, ce genre de choses-là. On voudrait qu'on puisse avoir aussi ce genre d'approche pour la cybersécurité. Pourquoi pas? Donc, on a effectivement défini un standard, ce qu'on est en train d'essayer de faire en sorte que ça devienne un standard au niveau belge, mais on est en train de le pousser aussi au niveau européen, qui est un framework de sécurité qui reprend un peu le meilleur de tous les mondes, c'est-à-dire l'ISO 27001 que tout le monde connaît, oui, mais qui est un framework, une norme de management, tout ce qui est NIST, tout ce qui est SIS Control, ce genre de choses-là, on a tout mis ensemble et alors on a défini plusieurs niveaux de sécurité par rapport à ce genre de choses-là. Je vais revenir là-dessus. Alors, comme je le dis, il y a tout ce qui est spear warning. On parle souvent de spear phishing, donc de phishing ciblé. Ben, nous, on a repris évidemment le concept à l'envers avec la notification ciblée, vous voyez. Donc, effectivement, avec toutes les sources d'informations qu'on a, qu'elles soient open ou qu'elles soient commerciales, et ça nous coûte très cher, on ne va pas se mentir, on a des informations effectivement sur des systèmes qui sont potentiellement infectés, qui sont potentiellement vulnérables. Et donc, comme je disais, en fait, on met en place un système pour prévenir les organisations. Alors, il y a une partie qui se fait de manière automatisée, il y a une partie qui se fait encore de manière manuelle. Et ce qu'on fait aussi dans certains cas, pour certaines organisations privées ou même publiques, enfin souvent essentiellement privées, c'est on envoie un courrier papier. Parce qu'on s'est rendu compte que le mail, déjà, ça n'arrivait pas souvent à la bonne personne, et puis un mail, ça se perd. Par contre, si on a un courrier papier signé par notre incroyable et fantastique directeur général qui dit « Faites attention, votre système pourrait être infecté ou vulnérable », ça a tellement plus d'impact en fait. Et on travaille avec un atelier protégé, pour vous dire, pour justement envoyer ce genre de courrier à intervalles réguliers. Et à côté de ça, on a également tout notre concept de services validés sur lequel je vais revenir dans les 8 prochaines minutes parce que je n'ai pas plus que ça. Voilà. Donc quand je parlais aussi d'implication des citoyens, qu'est-ce qu'on fait? On a créé un truc tout bête qui est une adresse mail qui s'appelle suspect@cfnweb.be. Alors qu'est-ce qu'on fait avec cette adresse? On encourage les citoyens à envoyer les mails qu'ils considèrent comme suspects.
Ça existe depuis 2016. Au début, on recevait quelques centaines de mails. Maintenant, on est à 30 000 mails par jour. Bon, c'est la Belgique. Bon, voilà, ça n'a pas l'air beaucoup, mais pour 11 millions d'habitants, 30 000 mails par jour, c'est quand même pas mal. Et évidemment, on traite toutes ces informations. On travaille avec Microsoft, on travaille avec Google. Avec Microsoft et Google, bloquent les sites Internet qui sont à l'origine des campagnes de phishing. Mais parfois, ça prend un petit peu de temps. Alors, ce qu'on fait aussi, c'est on met en place une warning page, en fait, qui s'affiche lorsqu'on essaie d'accéder à un site Internet qui est malicieux. Donc, on ne bloque pas, parce que nous, en tant que gouvernement, on n'a pas le droit, on n'a pas légalement de bloquer un site Internet. Microsoft et Google font ce qu'ils veulent. Nous, on ne peut pas bloquer le site Internet. Donc, il y a cette warning page qui dit « Faites attention, ce site est malicieux. » Vous pouvez y aller si vous avez envie, mais voilà. Si j'étais vous, je ne le ferais pas. Et donc, l'année dernière, en fait, on a eu l'affichage de 15 millions de fois cette warning page. Donc, vous voyez, c'est ce genre de petites actions, en définitive, qui peuvent avoir un impact qui est très important. Et ça implique aussi l'utilisateur, en fait. Moi, parfois, on reçoit des trucs en disant « Ah, j'ai encore envoyé un mail à l'adresse suspect@stefanweb.be et tout. J'espère que ça va servir à quelque chose. » Donc, vous voyez, on implique vraiment, en fait, l'utilisateur dans sa propre sécurisation. Et donc, comme je disais aussi, ouais, ça c'est BAPS, c'est la warning page. Et comme je disais aussi, nous avons cette cyber security routine avec notre framework de sécurité. Et alors, on est conscient du fait qu'on ne pourra jamais demander aux organisations d'appliquer toutes les mesures de sécurité. Ouais, 6 minutes, il me reste. Toutes les mesures de sécurité. Mais je vous vois, regardez votre montre. On ne peut pas demander aux organisations d'appliquer toutes les mesures de sécurité en une fois, ce n'est pas possible. Et en même temps, certaines organisations ne doivent pas être aussi sécurisées que d'autres organisations. Donc, ce qu'on a fait, on a fait plusieurs niveaux. Donc, on a un niveau small, petit. Là, c'est vraiment de l'hygiène cyber, en définitive, les mesures de base. Puis après, on a le niveau basique. Ça, c'est le niveau qu'on voudrait voir atteint par toutes les organisations, quelles qu'elles soient en Belgique. Et à côté de ça, on a le niveau important et le niveau essentiel. Et ce niveau important et surtout essentiel, c'est le niveau qu'on attend à terme, parce que comme vous le voyez, c'est une approche pas par pas, hein, qu'on voudrait voir atteindre par les infrastructures critiques, par exemple, avec la possibilité d'une certification. Vraiment sur base de ce framework. Et on est en train, actuellement de travailler avec l'autorité de certification belge pour qu'on puisse effectivement mettre en place une certification. Et alors évidemment, ce n'est pas juste des mesures comme ça, il y a effectivement des mesures, mais il y a aussi des recommandations pour mettre en place ces mesures. Donc voilà, donc ça c'est notre spear warning dont je vous parlais tout à l'heure. On prévient les gens du fait qu'ils sont vulnérables ou infectés. Et alors on a aussi notre fantastique et incroyable projet qu'on va lancer très officiellement lundi, dans le cadre de notre campagne de sensibilisation, c'est notre extension pour les browsers. Donc cette extension, on invitera les citoyens à la télécharger, donnera une indication sur la sécurité du site Internet, basée sur tout un tas de critères, basée par exemple sur les mails que l'on reçoit via notre adresse suspect@stefanweb.be. Donc, si par exemple, c'est vert, ça veut dire que vous pouvez échanger des données bancaires, des données de santé, ce genre de choses-là. On est sûr. On s'entend. Voilà. On est relativement sûr, bon, il y a quand même un disclosure, on est relativement sûr du fait que c'est secure. Si c'est orange, vous pouvez lire, mais si j'étais vous, je n'introduirais pas des données personnelles ou des données bancaires. Si c'est rouge, si j'étais vous, je fuirais en fait, vous voyez. Donc c'est un peu le truc. Et alors on s'est rendu compte aussi que pour toucher les organisations, ce n'est pas toujours évident. Donc, on peut organiser des conférences, on peut organiser des grandes campagnes de sensibilisation, on peut organiser plein de trucs, mais il y a certaines organisations qu'on n'arrive pas toujours à toucher. Et spécifiquement les PME, on ne va pas se mentir, parce qu'elles ont autre chose à faire, en fait, et ce n'est pas leur core business. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est, puisque c'est comme ça, on va continuer évidemment à les sensibiliser, les informer, ce genre de choses-là, parce que ça marche aussi. Mais on va mettre aussi à disposition un portail avec des vrais services concrets pour ces organisations. Vraiment. Alors, non seulement vous pourrez vous inscrire, et si vous vous inscrivez, vous aurez la possibilité de recevoir des alertes si vous êtes vulnérable ou infecté.
vous aurez la possibilité d'avoir accès à des templates, vous aurez la possibilité d'avoir accès à des avis sur la manière de mettre en place justement une politique de sécurité au niveau de votre organisation. Les templates, évidemment, seront tout à fait adaptables en fonction de vos besoins et ce genre de choses-là. Vous aurez la possibilité aussi de faire un genre de vulnerability scan de vos systèmes pour voir effectivement s'il y a des ports ouverts ou ce genre de choses-là, ici et ça. Donc ça, c'est tout un tas de systèmes, en fait, qu'on va mettre à disposition des organisations, et ça, c'est prévu au mois de novembre. Donc là, on est en train de travailler activement à ce travail-là, à cette plateforme-là. Et alors, quand je disais qu'on n'était pas si mauvais, alors effectivement, donc, il y a plusieurs index qui existent, effectivement, des index différents. Il y a BitSight, c'est un index qui est technique. C'est effectivement des scans qui sont faits, mais des scans qui ne sont pas intrusifs. Hein. Soyons clairs, ces scans ne sont jamais intrusifs pour vérifier effectivement s'il y a des ports qui sont ouverts, pour vérifier diverses informations techniques, pour vérifier le type de certificat aussi, ce genre de choses. Enfin bon, bref, donc BitSight, c'est vraiment un truc commercial, on ne va pas se mentir, mais qui est présent au niveau mondial. Et jusqu'à pas si longtemps, on était premier au niveau des pays européens et on est retombé à la 2e place après l'Allemagne. Et alors, il y a par contre aussi l'index estonien, le NCSI, qui lui n'est pas commercial et prend en compte tout un tas de critères. Ce sont des critères techniques, mais aussi des critères en termes de gouvernance, de stratégie, nationaux, ce genre de choses-là. Et là, on est premier depuis 2 mois, je pense, 3 mois, quelque chose comme ça. Et alors, si vous voulez savoir où le Canada se place, vous êtes 33e sur 176. Donc, c'est vraiment super cool. Voilà. On peut toujours faire mieux. Mais et donc, voilà, j'ai respecté le timing. C'est fantastique. Merci beaucoup, Phedra. Est-ce qu'on a des questions du public pour Phedra? Merci pour cette super présentation. Le micro vous attend. Avez-vous des questions? C'est la période des questions. Une question? Quelqu'un? Prononcez-vous, sinon j'en ai. Oui, monsieur en avant. Attendez, on va vous passer un micro, on va faire ça officiel. Votre nom? Arlen Bernardi avec le Silex. Donc, vous mettez en place une nouvelle norme pour la Belgique. Est-ce que cette norme-là est accessible publiquement? Oui, tout à fait. C'est accessible sur notre site Internet. Et elle est basée sur quel... sur ISO? Sur ISO 27001, comme je disais, sur le NIST, sur les 6 contrôles et sur une dernière norme IE dont je ne me rappelle jamais le truc, mais c'est une super norme. Merci. Et alors, en fait, c'est basé aussi, et ça c'est important de le préciser, c'est aussi basé sur notre expérience en termes d'agence nationale de cybersécurité qui gérons aussi les crises cyber. Donc, c'est notre rôle aussi de gérer les crises cyber et d'intervenir en cas de crise cyber. Donc, sur notre expérience pratique du terrain, on a rajouté cette petite couche, en fait, qui fait que ça la rend vraiment accurate, enfin, vraiment pertinente pour la Belgique, mais pas que pour la Belgique en définitive, parce qu'on est tous plus ou moins victimes du même genre de trucs. Hein. Merci. Avec plaisir. On a le temps peut-être pour une autre question du public. Est-ce que quelqu'un aurait une autre question pour Phedra? Je vais poser la mienne d'abord. Phedra, que pensez-vous du rôle de l'intelligence artificielle dans le monde de la cyber? On n'en parle pas beaucoup. Alors. Et je me dis, on est dans l'intelligence collective et des différentes thématiques qui s'entrecroisent. J'y pensais et je me demande quelle est votre opinion sur... Parce que je sais qu'évidemment, c'est dur de programmer quelque chose qui pourrait potentiellement arrêter des choses qui sont accessibles pas mal à tous. Mais bref, quand même, j'aimerais vous entendre là-dessus. Alors, il y a un côté un peu paradoxal avec l'intelligence artificielle, parce que comme je disais, cette intelligence artificielle est utilisée par les cybercriminels, mais cette intelligence artificielle est fondamentale également pour nous en tant qu'agence nationale, parce que justement, par exemple, quand on est dans ce qu'on appelle un SOC, en fait, donc un Security Operations Center, donc c'est là en fait qu'on a toutes les alertes de sécurité qui parviennent des différents systèmes d'une organisation. Et parfois, enfin, ces logs, ça peut être des millions de logs par jour, donc d'alertes, de transfert d'informations, ce genre de choses-là qui sont repris là-dedans. Je veux dire, si on compte uniquement sur l'humain pour traiter ce genre de choses-là,
Bah alors non seulement ça prend du temps et s'il y a une cyberattaque potentielle qui est là derrière, ça va pas le faire. Et en même temps, ça prend du temps et ben, l'humain, c'est l'humain. Il ne traite pas autant d'informations que la technologie. Donc en fait, il y a énormément d'utilisation de l'intelligence artificielle justement dans la sécurisation des organisations pour traiter rapidement et de manière efficace les informations qui nous parviennent. Je comprends. Donc c'est génial. Parfait. Donc, il y a des utilisations, Oui. mais pour dire que ça peut être Bien sûr. implanté un peu partout, c'est trop tôt, mais il y a des utilisations possibles. Mais il y a beaucoup d'utilisations, énormément. Excellent. SIM, SOC, tout ça. Great. Ben, encore une fois, on remercie énormément Phaedra Cloonard. On l'applaudit. Merci. Merci.